Entre Washington et Beijing, les tensions sont à leur paroxysme. L'armée chinoise s'amuse à intercepter des engins états-uniens en plein exercice militaire. Le risque de dérapage, il est énorme. Washington dénonce une manœuvre agressive d'un avion de combat chinois. Un navire chinois coupe la route à un destroyer états-unien dans le détroit de Taïwan. Les États-Unis abattent les ballons espions chinois. La Chine se réserve le droit de répondre. Mais enfin, une bonne nouvelle, Blinken, le secrétaire d'État US, vient d'achever une visite officielle à Beijing pour y rencontrer Xi Jinping. La Chine et les États-Unis saluent des progrès dans leurs relations après la visite d'Anthony Blinken. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a rencontré Xi Jinping au dernier jour de sa visite en Chine. C'était le premier séjour dans le pays asiatique en près de 5 ans pour un chef de la diplomatie états-unienne. Étant donné qu'il avait annulé une première visite en mars 2023, la reprise du dialogue sino-US était une priorité absolue pour la stabilité mondiale. En fait, les deux pays s'entendaient bien jusqu'à l'arrivée d'un certain Donald Trump et sa guerre commerciale déclenchée en 2018. Les deux hyperpuissances sont bien des rivales systémiques. L'une est le chantre du libéralisme économique et l'autre du socialisme aux caractéristiques chinoises. Pourtant, pendant plusieurs décennies, les deux pays étaient en paix et c'est notamment grâce à un individu très respecté dans les sphères de pouvoir internationales. On t'explique. Il fut l'homme clé de la politique étrangère états-unienne dans la seconde moitié du XXe siècle. Il a d'abord été conseiller à la sécurité nationale, puis secrétaire d'État sous Richard Nixon. On parle bien de Henry Kissinger. Il est l'incarnation parfaite de la realpolitik et du pragmatisme. Respecté par nombre de ses pairs et détesté par tant d'autres, ses décisions ont façonné non seulement la politique étrangère de Nixon, mais aussi la scène politique internationale pendant les décennies à venir. Kissinger a été l'un des grands artisans de l'établissement des relations diplomatiques entre les USA et la République populaire de Chine. Mais il a aussi négocié la fin de la guerre du Vietnam et dirigé les négociations de paix entre Israël et l'Égypte et qui aboutiront 2 ans plus tard aux accords de Camp David. Un succès diplomatique d'autant plus important qu'il s'agissait du premier accord de paix entre Israël et une nation arabe. Alors d'accord, c'est Jimmy Carter qui a facilité le dialogue entre le président égyptien Anwar el-Sadat et le premier ministre israélien Menahem Begin. Mais sans Kissinger, ça n'aurait jamais été possible. Il y a un mois, le 27 mai 2023, Kissinger a soufflé sa 100e bougie. Et on a beau l'aimer ou ne pas l'aimer, ça reste une figure majeure de la diplomatie du XXe siècle. Sans lui, le monde d'aujourd'hui serait très différent. Pas forcément pire ou meilleur, mais juste différent. C'est pour ça qu'on s'est posé quelques questions à son sujet. Déjà, Kissinger, c'est qui? À quel point a-t-il pesé sur le rapport de force entre le bloc soviétique et le bloc occidental durant la guerre froide? Lesquelles de ces décisions ont réellement impacté le monde et lesquelles ont été des coups de génie ou d'énormes erreurs? On démarre. Une vie bien remplie. Année 1969. Les États-Unis comptent dans leur arsenal plus de 26 000 ogives nucléaires disséminées dans des milliers de bases militaires à travers le globe. Sa flotte militaire, elle, sillonne les 5 océans. La menace soviétique était présente dans tous les esprits. La guerre froide est à son apogée et l'Armageddon nucléaire n'est pas le seul danger qui guette l'humanité. L'Inde et le Pakistan étaient à 2 doigts de se mettre dessus. L'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est étaient en proie à des opérations de déstabilisation états-unienne, à des révolutions idéologiques et à des coups d'État militaire. L'Afrique traversait tant bien que mal son processus de décolonisation et le Moyen-Orient était en feu à cause du conflit arabo-israélien. Surtout qu'en URSS, le départ forcé du pouvoir de Nikita Khrouchtchev et l'arrivée de Léonid Brejnev signifia le retour d'une ligne dure du communisme soviétique. Ça voulait aussi dire la suspension provisoire de l'apaisement des relations entre Washington et Moscou, une période qu'on appelait communément la détente. La planète était une poudrière et tout le monde guettait l'étincelle qui mettrait le feu aux poudres. Il fallait à tout prix éviter que cela se produise. Il fallait inverser la tendance et revenir à un semblant de dialogue, même si ce n'était qu'en apparence. La question c'était comment? En novembre 68, c'est Richard Nixon, un républicain, qui remporte les élections présidentielles. Et il va miser l'essentiel de sa politique étrangère sur un seul homme, Henry Kissinger. Alors justement, qu'est-ce qu'on sait du personnage?
Déjà, il est né Heinz Alfred Kissinger le 27 mai 1923 en Bavière allemande. 10 ans plus tard, les nazis arrivaient au pouvoir. Ce qui était problématique puisque la famille de Heinz Alfred était juive. Donc face à la politique antisémite du Troisième Reich, les Kissinger finissent par quitter leur terre natale en 1938. Heinz Alfred n'avait que 15 ans quand il débarque à New York. Il devient alors Henry Kissinger. Faisant preuve d'une certaine timidité, il prend peu la parole en public et a du mal à se défaire de son accent allemand. Mais ça l'empêche pas de s'inscrire au City College of New York pour y étudier la comptabilité. Puis, en 1943, il passe un examen au terme duquel un officier de l'état civil lui délivre un papier tamponné. Il devient citoyen des États-Unis d'Amérique. La même année, il est enrôlé dans l'armée et envoyé au front de l'autre côté de l'Atlantique. Grâce à ses compétences linguistiques, il participe au combat dans les Ardennes, dans le corps des renseignements. Puis, il devient l'administrateur de la ville ouvrière de Krefeld pour en faciliter la dénazification. Il fut ensuite muté dans le corps de contre-espionnage à Hanovre, puis commande sa propre section dans l'arrondissement de Bergstrasse du Land de Hesse. La vie est parfois pleine de surprises. Il était parti 20 ans plus tôt pour fuir l'ostracisation et la haine nazie et le revient conquérant et victorieux, citoyen d'un autre pays. Mais cet épisode lui a surtout permis de prendre conscience que sa vocation n'était pas la comptabilité. Il renonce donc à ses études de compta et candidate à l'université de Harvard, dont il ressort diplômé en sciences politiques avec les honneurs, je vous prie. Quelques années plus tard, toujours dans la même université, il obtient son doctorat après avoir défendu une thèse sur la diplomatie européenne entre 1812 et 1822. Il devient ensuite professeur associé au sein du département d'études gouvernementales de Harvard avant d'en être nommé directeur adjoint. Forcément, en plus d'être brillant, il fréquente du beau monde, des individus puissants ou destinés à de grandes carrières. Il devient consultant pour plusieurs think tanks comme la Rand Corporation ou le Conseil des relations étrangères, mais aussi pour des organes d'État. On pense au Conseil de sécurité nationale qui dépend directement du président et au département d'État, en gros leur Quai d'Orsay, qu'il dirigera plus tard dans sa carrière. Mais le rôle qui le propulse vraiment sur le devant de la scène, c'est quand Nelson Rockefeller, le gouverneur de New York, le nomme conseiller en politique étrangère durant sa campagne aux primaires républicaines qui l'oppose à Richard Nixon. Malheureusement pour lui, Kissinger a parié sur le mauvais cheval, mais ça l'a pas empêché de devenir celui qui murmure à l'oreille du président. Une planète qui brûle. Le 5 novembre 1968, Richard Milhouse Nixon remporte l'élection présidentielle et devient le 37e président des États-Unis. Les défis qui l'attendent sont immenses. Vous savez à quel point la guerre russo-ukrainienne a altéré l'équilibre mondial et démoli les fondements même de l'ordre international. Et transposer ça à l'époque. Les USA avaient déjà perdu 17 000 soldats au Vietnam. Une guerre atroce tant pour la jeunesse états-unienne qui était mobilisée contre son gré que pour les populations vietnamiennes ou des pays environnants, le Laos, le Cambodge, qui ont été la cible de véritables crimes de guerre. Tout ça au nom de la lutte contre le fléau communiste. Mais bon, à l'époque, ils n'avaient pas le recul qu'on a aujourd'hui. L'Union soviétique, elle, réprimait la Tchécoslovaquie dans le sang et la terreur après l'épisode du printemps de Prague. Au Moyen-Orient, on pensait plaît. Le nationalisme égyptien triomphe avant de sombrer face à Israël durant la guerre de 6 jours. Tout ça dans un contexte d'équilibre de la terreur. Des milliers de missiles à tête nucléaire sont prêts au lancement et donc à l'anéantissement de l'humanité. Et puis, c'était pas non plus facile d'un point de vue de la politique intérieure. 5 ans à peine s'étaient écoulés depuis l'assassinat à Dallas du président John Fitzgerald Kennedy. Le mouvement de protestation contre la guerre du Vietnam prenait de l'ampleur. La lutte contre la ségrégation raciale avait gagné du terrain. La société états-unienne était très divisée. Donc dire que le contexte était pas facile lorsque Nixon a été élu président, c'est vraiment une simplification. Bref, dans la foulée de sa victoire électorale, Nixon a proposé à Kissinger rien de moins que le poste de conseiller à la sécurité nationale. C'est le deuxième personnage le plus important du cabinet présidentiel et il n'a même pas besoin d'être confirmé par le Sénat. C'est dire la confiance que Nixon avait en Kissinger, le conseiller en politique étrangère de son rival Rockefeller. Le seul qui pèse plus que le conseiller à la sécurité nationale, c'est le chef d'état-major des armées. Sauf que, par loyauté envers Rockefeller et par méfiance à l'égard de Nixon, Kissinger n'était pas vraiment convaincu par la proposition de Nixon. Mais l'occasion était trop belle et Rockefeller lui-même a insisté auprès de Kissinger pour qu'il accepte la proposition.
Il m'a réprimandé pour avoir reporté ma décision et m'a exhorté à accepter l'offre de Nixon immédiatement. Lorsque le président vous propose un poste important, a-t-il observé, un temps de réflexion n'est pas une réponse appropriée. Gardez à l'esprit, a ajouté Rockefeller, que Nixon prend un risque bien plus important avec vous que vous ne le faites avec lui. Le même après-midi, j'ai téléphoné à Nixon. Henry Kissinger, dans son œuvre Leadership, Six Studies in World Strategy. Voilà donc comment Kissinger s'est retrouvé à l'un des postes clés de l'exécutif. Et c'est là que l'histoire démarre vraiment. Les 3 buts de Nixon. En août 68, en pleine campagne électorale états-unienne, Léonid Brejnev déclenche une intervention militaire soviétique contre un pays membre du pacte de Varsovie, la Tchécoslovaquie. Le président tchécoslovaque, Alexander Dubček, venait d'annoncer une série de réformes de libéralisation de l'économie et du système politique. Une décision inacceptable aux yeux du Kremlin. 5 ans plus tôt, Khrouchtchev aurait peut-être laissé passer, mais il est mis sur la touche par Brejnev en 64, et justement Brejnev, lui, est un adepte de l'orthodoxie soviétique. Or, la santé économique de l'URSS commençait justement à faiblir. À Washington, on a appelé ce phénomène la stagnation brejnevienne. Les États-Unis distançaient de plus en plus leur rival. Et pourtant, malgré l'invasion, Kissinger considérait que c'était le moment idéal pour se rapprocher de Moscou. D'après lui, on ne frappait pas quelqu'un à terre. L'humiliation nourrirait le ressentiment et creuserait le fossé si l'autre parvenait à se relever. Il s'agissait donc de procéder à de petites modifications avantageuses, mais rien de trop poussif. C'est ce qui explique en 69 la visite à Washington du dictateur roumain Nicolae Ceausescu ou les visites ultérieures de Nixon en Yougoslavie, en Pologne et évidemment à multiples occasions en URSS. Et la vérité, c'est que Kissinger a visé juste. Les relations se sont un peu réchauffées, ce qui a permis aux deux pays de signer le traité SALT I qui portait sur la limitation de l'arsenal nucléaire. As you know, the Soviet-American talks on limiting nuclear arms have been deadlocked for over a year. As a result of negotiations involving the highest level of both governments, I am announcing today a significant development in breaking the deadlock. Bien sûr, la guerre froide couvrait un front beaucoup plus large que la seule relation bilatérale entre la Maison-Blanche et le Kremlin. L'autre grand bourbier de l'administration Nixon, c'était la guerre du Vietnam. Elle avait démarré en 55. En plus, elle coûtait cher, elle était meurtrière et elle était de plus en plus impopulaire. Et surtout, les objectifs militaires n'étaient pas atteints, donc difficile de continuer à justifier cette guerre auprès de l'opinion publique. Alors, comment est-ce que les USA pouvaient se sortir de ce pétrin? Comment régler le problème des 500 000 soldats déployés au Vietnam au moment de la prestation de serment de Nixon? Une situation franchement intenable. C'est pour ça que Nixon a chargé son cabinet de trouver une issue au conflit pour pouvoir y mettre un terme et ramener entre guillemets les garçons à la maison. Et oui, en bon politicien qu'il était, Nixon pensait déjà à sa réélection. Si seulement il savait ce que le destin lui réservait. Mais bon, ça c'est une histoire pour une autre vidéo. Donc, saut dans le temps, en 73, la participation des États-Unis à la guerre du Vietnam arrive à sa fin. Pour le rôle qu'ils ont joué dans la résolution du conflit et notamment leurs très nombreuses réunions secrètes, l'homme politique vietnamien Le Duc Tho et le diplomate Henry Kissinger reçoivent le prix Nobel de la paix. Mais Kissinger, lui, ne voulait pas en entendre parler parce que selon lui, la guerre était toujours en cours. And therefore, it is our firm intention in our relationship to the Democratic Republic of Vietnam to move from hostility to normalization and from normalization to conciliation and cooperation. And we believe that under conditions of peace, we can contribute throughout Indochina to realization of the humane aspirations. Mais il faudra attendre 2 ans de plus et la chute de Saigon pour que la guerre soit définitivement perdue par le Sud-Vietnam. La conclusion d'un désastre politique et militaire qui a duré 20 ans. N'empêche que les efforts de Kissinger ont vraiment payé. En plus de fermer le chapitre de la guerre du Vietnam, il a aussi permis d'amorcer le dégel des relations états-uniennes-soviétiques. C'est donc tout naturellement que Nixon lui a proposé une promotion. Il lui confie la responsabilité du département d'État, le ministère des Affaires étrangères états-unien. D'ailleurs, Kissinger restera secrétaire d'État à la chute de Nixon sous la brève présidence de Gerald Ford. C'est donc à cette occasion que Kissinger théorise le concept de navette diplomatique. C'est une sorte de diplomatie triangulaire avec 2 pays hostiles qui veulent pas se parler et un 3e pays, les USA en l'occurrence, qui fait office de médiateur. C'est précisément cette stratégie que Kissinger applique au Moyen-Orient. Faut dire que la région, elle était en feu. En
1973, l'Égypte et la Syrie déclenchent la guerre contre Israël le jour de Kippour et lancent une offensive soutenue par l'Irak et la Jordanie et un tas d'autres pays arabes. La première semaine du conflit a très mal commencé pour l'État hébreu, dont les services de renseignement avaient tout à fait sous-estimé la dangerosité du président égyptien Anwar el-Sadat et la menace d'une invasion. Mais bon, Sahal a rapidement repris la main. Du coup, Kissinger a servi d'intermédiaire. Il a fait la navette diplomatique entre la première ministre israélienne Golda Meir et Anwar el-Sadat. Et en tant que chef de la politique étrangère des USA, il a aussi convié aux négociations l'URSS. Il a même évoqué une possible création d'une mission de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU et composée de contingents états-uniens et soviétiques pour stabiliser le canal de Suez. Alors l'idée ne s'est pas concrétisée, mais le Kremlin a été très sensible aux efforts de réconciliation de Kissinger. La guerre de Yom Kippour, elle, s'est conclue au terme de 19 jours par une victoire militaire israélienne et surtout par un rapprochement israélo-égyptien. Le cessez-le-feu a abouti à la visite d'État de el-Sadat en Israël fin 77, puis aux accords de Camp David en 78 sous Jimmy Carter. Donc en 4 petites années, Kissinger avait obtenu la fin de la guerre du Vietnam, le dégel des relations avec l'Union soviétique et la signature d'un accord encadrant l'arsenal nucléaire des deux puissances et négocié un traité de paix entre Israël et la principale puissance arabe de l'époque. Pas mal pour un immigré juif allemand. Et on n'est pas encore arrivé à son chef-d'œuvre. La Chine, son coup de maître. Alors, on attribue souvent à Kissinger le rapprochement des États-Unis avec la Chine, mais rendons à César ce qui appartient à César. Nixon a été le précurseur dans ce domaine, bien avant qu'il ne soit élu à la présidence. À long terme, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d'exclure durablement la Chine du concert des nations. Ça alimentera son fanatisme, nourrira sa haine et menacera ses voisins. Il n'est pas possible sur cette petite planète qu'un milliard de ses habitants potentiellement les plus doués vivent isolés et en colère. L'Asie après le Vietnam. Article publié par Richard Nixon dans Foreign Affairs en octobre 1967. Sur cette question bien précise, Kissinger et Nixon étaient clairement alignés. En revanche, pour initier le dialogue avec Beijing, ça allait être très compliqué. Déjà, qu'adviendrait-il des engagements pris avec Taïwan? Comment dialoguer avec une Chine recluse et hostile? En gros, comment éviter que Mao t'envoie bouler? Diplomatie de la navette. Encore une fois, quand Ceausescu s'est rendu aux États-Unis en 69, Nixon lui a demandé en personne de transmettre au régime maoïste qu'il souhaitait établir des pourparlers. Il faut savoir qu'à l'époque, Washington reconnaissait encore la légitimité de la République de Chine, c'est-à-dire le gouvernement exilé à Taïwan et non pas celle de la République populaire de Chine. Mais le régime maoïste a ignoré l'offre de Nixon. Qu'importe, l'année suivante, Kissinger persiste et demande à l'ambassadeur US en Pologne de transmettre le message au premier diplomate chinois qu'il rencontrera. L'occasion se présenta peu de temps après lors d'une soirée mondaine en Yougoslavie. Résultat, en décembre 70, Nixon et Zhou Enlai sont enfin en contact. Ça ouvre la voie à Kissinger pour visiter secrètement la Chine à partir de 71 et préparer le terrain pour la reconnaissance formelle de la Chine populaire. La visite secrète a été arrangée lors d'un voyage au Vietnam, en Thaïlande, en Inde et au Pakistan. Une fois à Islamabad, on annonça que j'étais indisposée pour justifier mon absence pour un séjour de convalescence dans une station de montagne. L'ensemble du processus du dialogue de Nixon avec Yahya Khan le 25 octobre 1970 à mon arrivée à Beijing le 9 juillet 1971 a duré 8 mois. Henry Kissinger, dans son œuvre Leadership, Six Studies in World Strategy. D'ailleurs, quelques mois plus tard, c'est Nixon qui réalise une visite historique et annonciatrice d'une nouvelle ère des relations internationales. I have requested this television time tonight to announce a major development in our efforts to build a lasting peace in the world. As I have pointed out on a number of occasions over the past 3 years, there can be no stable and enduring peace without the participation of the People's Republic of China and its 750 million people. Le 25 octobre 1971, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies reconnaît enfin la République populaire de Chine. Taïwan, la République de Chine, perd son siège au Conseil de sécurité au profit de la Chine populaire. Mis à part cet épisode très humiliant pour les autorités taïwanaises, Washington n'a jamais lâché Taïwan. We enjoyed enormously. But most important was the fact that we had the opportunity to have talks with Chairman Mao, with Prime Minister Zhou Enlai, with the Foreign Minister and other people in the government. The joint communique which we have issued today summarizes the results of our talks. But what we have said in that communique is not nearly as important as what we will do in the years ahead to build a bridge across 16,000 miles
and 22 years of hostility. En fait, Kissinger considérait que toute nation dotée d'une puissance de feu nucléaire ne pouvait pas évoluer en marge du système international et hors des circuits diplomatiques habituels. On devait fixer un cadre à la Chine populaire pour garantir la stabilité de l'ordre mondial. Imaginez une seule seconde une Corée du Nord, mais de la taille de la Chine. Non, ça aurait été une cata, pour sûr. Leur ostracisation aurait fini par déclencher un nouveau conflit mondial. Et Taïwan était ce qu'on appelle dans le langage militaire une victime collatérale. Et puis, il fallait bien reconnaître la Chine populaire pour qu'elle puisse un jour contrebalancer l'URSS. C'est de la realpolitik dans son expression la plus pure. On adhère ou on n'adhère pas, elle façonne la politique internationale depuis déjà des siècles. Une figure très controversée. Bon, on a vu les plus belles réalisations de Kissinger, mais il y a un espace géographique où son nom et sa réputation sont très décriés. Forcément, comme c'était un prêcheur de la realpolitik, il a fait preuve de cohérence en apportant son soutien à des dictatures militaires latino-américaines et toutes sortes de guerres sales. Tout ça dans l'idée d'endiguer la progression du communisme en Amérique latine. Henry Kissinger fête ses 100 ans, le lauréat controversé du prix Nobel de la paix qui a soutenu la sale guerre, qui a fait des milliers de morts en Amérique latine. 3 mois après le coup d'État perpétré par le général Jorge Rafael Videla en Argentine, Kissinger aurait dit à l'amiral César Augusto Gussetti, le ministre des Affaires étrangères, ceci. S'il y a des choses qui doivent être faites, faites-les rapidement, mais vous devez reprendre rapidement les procédures normales. Henry Kissinger. C'est clairement un feu vert à la dictature militaire argentine pour persécuter et réprimer toute opposition politique. Les exemples de l'ingérence états-unienne sous Kissinger sont variés. L'Uruguay, le Brésil, Cuba et l'appui au coup d'État de Pinochet au Chili. Et puis, il n'y a pas qu'en Amérique latine qu'il a laissé un goût amer. L'élargissement des bombardements au Cambodge et au Laos, des zones limitrophes du Vietnam, pour fragiliser le Viet Cong a causé la mort de milliers de civils innocents, en plus de favoriser l'arrivée des Khmers rouges au pouvoir. Et là, ce sont les USA qui ont bombardé, pas un régime militaire par procuration. Ce sont très clairement des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Mais bon, c'est indéniable qu'il a laissé son empreinte sur son époque. D'ailleurs, d'après un sondage réalisé en 2015 auprès d'universitaires états-uniens, Kissinger serait le secrétaire d'État le plus marquant des 50 dernières années. Aujourd'hui, Kissinger affirme qu'il faut renouer le dialogue avec Poutine. Soit, de la realpolitik. Pas vraiment surprenant de la part de ce personnage. Donc voilà, c'était l'histoire de Kissinger, probablement le diplomate le plus influent du XXe siècle. Il n'a jamais exprimé aucun regret concernant les chapitres les plus sombres de la politique étrangère états-unienne. Mais qu'importe ses convictions et sa perception très particulière du sens moral, il reste une voix qu'il faut écouter avec attention, mais aussi avec précaution pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Maintenant, à toi, que penses-tu de l'héritage d'Henry Kissinger? Devrait-on le juger dans un tribunal ou l'aduler? La realpolitik est-elle la meilleure grille de lecture des relations internationales? Fais-nous savoir dans les commentaires, abonne-toi, lâche un like, partage, ce sont des actions concrètes qui nous aident beaucoup. Prends soin de toi et à très vite pour plus d'actu internationales.